Fontaine, eh bien pas du tout, parce qu'il y a certaines tensions nées de cette brouille entre le Paris Saint-Germain et la Fédération française de football autour de l'affaire Barcola. Vous confirmez, Louis, il y a quelques tensions au château? Disons que c'est la première fois ou l'une des premières fois qu'un club met à ce point l'équipe de France en difficulté sur la place publique du point de vue des blessures, et évidemment l'attitude du Paris Saint-Germain n'a pas été très bien accueillie lors du rassemblement du mois de septembre, même si du côté du staff des Bleus on campe sur ses positions. On a bel et bien détecté une lésion hier dans l'IRM ramenée par Bradley Barcola et qu'on fonctionne de la même manière depuis des années. Donc évidemment qu'il y a des crispations entre l'un des principaux pourvoyeurs de joueurs, en l'occurrence le PSG, et l'équipe de France. Reste à voir si Didier Deschamps s'exprimera à nouveau sur ce sujet jeudi en conférence de presse au Parc des Princes. On espère bien, on l'attend Didier Deschamps, parce qu'on rappelle que la Fédération française de football parle de lésions chroniques à l'ischio-jambier droit suite au match contre l'Atalanta, alors que le PSG ne dit absolument pas, mais plaide le secret médical. Il y en a un des deux qui ment. Hein. C'est vrai que lésion chronique, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais alors pourquoi est-ce que ça se passe bien, pardon Geoffroy, avec le Real et avec Liverpool au sujet de Mbappé et de Konaté, et pourquoi ça se passe pas bien avec le PSG? On l'a dit hier soir, ça fait deux fois. Il y a le précédent Dembélé qui a évidemment titillé et énervé la fédération. Mais moi je pose toujours la question, qui a rédigé le communiqué médical? Non. Voilà. Est-ce que ça a été validé? Non mais oui, mais dans ces cas-là, si c'est validé, ils savent très bien qu'ils vont allumer une réaction énervée, voire virulente, de la part du PSG. Ils le savent. Puisqu'en réalité, chronique, Samuel, vous le savez, vous avez joué, ça veut dire que c'est récurrent et que ça vous empêche de jouer. Ce que je veux dire, moi, là-dessus, c'est pas des incompétents dans le staff de l'équipe de France, dans le staff médical, quand même. On peut au moins leur concéder ça. Moi, ce que je pense en tant que joueur, c'est quand vous avez une liaison aux ischio-jambiers, il y a des moments où vous êtes toujours fragile. Vous êtes toujours fragile. Vous jouez sans être complètement rétabli. Il vous faut une plage de repos plus importante. Et je pense que c'est... Alors, les mots, on peut les contester, mais c'est ce qu'a constaté le staff de l'équipe de France. C'est que Bradley Barcola n'est pas tout à fait rétabli. Alors, ça date de quand? Peut-être que le PSG n'aurait pas dû le faire jouer contre Lille, aurait dû le laisser un petit peu au repos. Mais ce que, surtout le PSG, ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils ont... Il y a eu le secret médical qui a été violé. Parce que maintenant, les clubs ne veulent plus qu'on parle des blessures, ne veulent plus que les gens sachent. Mais dans ce cas, la réaction du PSG est légitime. De s'étonner du secret médical, entre guillemets, violé. Oui. Ce qu'il y a de très étonnant quand même, c'est que généralement, encore une fois, ça se passe bien avec tous les autres clubs. Et Xavier Giraudot a rencontré Cyril Moine, le kiné de l'équipe de France, cet après-midi. Il lui explique comment ça se passe habituellement. Avec tous les clubs, on a des échanges qui sont permanents. Moi, je suis en contact avec tous les responsables de la performance des clubs, de la cellule performance des clubs, qui m'envoient les datas de chaque joueur qui précèdent le rassemblement. Donc j'ai les 15 derniers jours d'entraînement des joueurs au niveau data. Donc j'ai déjà un aperçu de la charge de travail du joueur. Et puis après, il y a la relation entre le staff médical qui va aussi donc proposer tous les examens qui peuvent aider à la prise de décision sur le fait qu'on va le garder ou pas le garder, ou s'il faut faire attention dans tel domaine. On a des prescriptions par moment, attention. Il a fait beaucoup de courses à haute intensité, soyez vigilants, voilà. Donc on a ce genre de rapport. Ce sont des rapports qui sont vraiment conviviaux et ça se fait dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire on reçoit les informations, mais nous aussi, quand le joueur repart dans le club, on leur redonne les informations sur ce qu'ils ont fait ici avec la sélection, que ce soit en data, que ce soit au niveau médical, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème, sauf avec le Paris Saint-Germain. Il y a forcément un couac dans les échanges entre le PSG et Didier Deschamps et son staff. Il y a forcément comment dire, je pense que l'histoire avant il y a un antagonisme, laisse des traces. Et pour cette histoire de Barcola, c'est pas net non plus, c'est pas très clair, mais c'est pas inventé par le staff de l'équipe de France. Ça va devenir touchy maintenant de sélectionner un joueur parisien et de le faire jouer surtout. D'autant que vous l'avez vu, quand l'équipe de France Espoir, c'est Mayolou qui ne va pas jouer parce qu'il est touché à la cuisse. Tiens, voilà. Et on rappelle que Barcola a joué 73 matchs la saison dernière, c'est peut-être pas un hasard non plus. David, vous êtes penché sur le sujet. Où en est le PSG d'ailleurs? Est-ce qu'il va récupérer tous ses blessés après la trêve? Il y a déjà une très bonne nouvelle, l'infirmerie se vide parce qu'on était très inquiets il y a encore quelques semaines. Alors déjà, Kvaratskhelia, lui, est déjà parti en sélection. C'est le seul joueur blessé de la période actuelle qui va pouvoir rejouer. Non, mais en tout cas, il a été appelé, il n'est pas rentré sur Paris, il est toujours en sélection. Normalement, prochaine journée, 8e journée, c'est-à-dire contre Strasbourg, Dembélé, Doué, Barcola, Ruiz, Neves, Ly seront disponibles. Ça ne veut pas dire qu'ils joueront, mais ils seront disponibles. Puis après, Mayolou, on l'a dit, il s'est blessé très récemment. A priori, ce serait pour fin octobre son retour. Et Marquinhos, là c'est un peu flou, hein. On dit prochaine journée, ça peut être aussi fin octobre et on évoque aussi mi-novembre. Donc attendons de savoir. Mais c'est quand même une bonne nouvelle.
Luis Enrique va retrouver ses forces vives. Ça veut dire qu'il a bien géré son groupe et que finalement, certains critiquaient le mercato du Paris Saint-Germain avec les recrutements seulement de Chevalier et de Zabarni, le PSG a peut-être bien fait de faire jouer ses jeunes. On verra en février. Non, mais si vous avez un centre de formation de qualité, là je vais dans votre sens, il faut leur laisser l'espoir de pouvoir jouer en équipe première. Et c'est le cas. Voilà, avec succès. Voilà, si sur le banc vous recrutez 4-5 joueurs qui ont entre 28 et 32 ans mais qui ne vont pas être des titulaires, vous fermez la porte pour des jeunes espoirs. On parle des espoirs, image amusante. On parlait de Mayelou et de l'équipe de France Espoir. Vous savez qu'il y a Christophe Jallet, notre consultant, qui est désormais l'entraîneur adjoint de Gérald Baticle avec les espoirs. Eh bien, on peut... Et arrête le dernier. Pas mal, hein, Christophe Jallet, quand même. Beau, pas mal. Beau, vous avez regardé votre toucher de balle, vous, Samuel? Ah, il ne reste plus rien, David, est-ce que Adi Hutter est toujours l'entraîneur de Monaco? Officiellement, oui. À l'heure où on parle, oui, il l'est toujours. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui filtre. On sait juste qu'il y avait une sorte de shortlist et que c'est en train de se réduire. Hein. Oui, parce que l'équipe avait parlé de Terzic, mais finalement, ce sera pas lui. Et de Thiago Motta, non plus, qui a refusé. Donc pour l'instant, il resterait Marco Rose, l'ancien de Leipzig, et puis Sergio Conceição. Mais on dit que Sergio Conceição serait attiré pour prendre la succession de Laurent Blanc, donc partir en Arabie Saoudite. Alors après, est-ce qu'il y aura une grosse surprise? Ça réfléchit. Pas impossible qu'Adi Hutter soit toujours en poste dans 10 jours. Moi, je dis, Laurent Blanc, peut-être qu'ils vont essayer de le convaincre. Pas sûr qu'ils y arrivent, mais peut-être que Laurent Blanc, après tout, il est là. Et puis moi, j'ai un petit mot, un nom qui sort, c'est Xavi. Pourquoi pas? Ça fait 1 an. Monaco a les moyens. Il y a des noms qui circulent. Mais de là à les avoir... Bon, on en parle demain dans Jour de foot. Ouais. Demain, interview exclusive demain dans Jour de foot de Corinne Diacre qui a choisi les antennes du groupe Canal pour communiquer juste après sa signature avec l'Olympique de Marseille en Première Ligue. Arkema, interview exclusive et chiffre exclusif maintenant, Geoffroy, parce que personne n'en parle. Mais on parle souvent de Kane, de Haaland et de Mbappé. Et vous êtes en train de nous dire qu'ils vont battre des records historiques, records dont personne ne parle. Allez au tableau à votre tour après Samuel, nous dire de quel record parlons-nous? D'un tsunami, Eric. Un tsunami. Messieurs, un tsunami de buts. Incroyable. Depuis le début de saison, écoutez bien, Kane, c'est 19 buts. Haaland, 18. Mbappé, 16. Qui fait à eux 3 53 buts en 35 matchs cumulés. Dans l'histoire, j'ai regardé, ni Messi ni Ronaldo n'avaient ce total-là après aussi peu de matchs. 53 buts pour vous dire, l'année dernière en Ligue 1, Brest et Lille ont marqué 52 buts en 34 matchs. Vous imaginez, c'est considérable. 53 buts, on va le voir, c'est par exemple, voilà, hop là, je suis moins doué que Samuel, voilà, c'est 49% des buts de leur équipe. Bon, un but, Samuel, c'est monstrueux. 49%, c'est monstrueux. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose de complètement fou. On parle de record. Le record sur une saison, tiens, je suis allé déterrer les archives, c'est Lionel Messi, 2011-2012, qui avait marqué 82 buts en 69 matchs cumulés. Alors on s'est posé la question, en 69 matchs, les 3 messieurs dont je viens de parler... S'il reste à ce rythme-là. Si à ce rythme-là, évidemment, on a fait une projection sur 60 matchs. Une projection, c'est possible, hein. On va le rappeler, les 3 peuvent jouer 69 matchs. Si ça marche, hein, on va le savoir si ça marche. Voilà. Avec la Coupe du Monde, la Ligue des Champions... À ce rythme-là, Haaland terminera la saison à 113 buts. Kane à 109 buts, Mbappé 92. Alors évidemment, ça n'arrivera jamais. Évidemment, c'est de l'ordre de l'utopie, mais c'est 82 buts Messi. Haaland, c'est 31 de plus. Donc, qui nous dit qu'il ne sera pas à 85 ou 90 en fin de saison? En tout cas, il se passe quelque chose dans le foot aujourd'hui. C'est plus offensif que jamais. Et les numéros 9, je les cite, ont la clé. Ah mais c'est une moyenne extraordinaire. Mais c'est vrai que de maintenir cette moyenne jusqu'à la fin de la saison... Ça fait rêver. Ça fait rêver, ça semble effectivement utopique, mais quand on prend la référence Léo Messi, c'était 2011-2012, où à l'époque le Barça gagnait 5-0, 7-0, 8-0, et il avait marqué 50 buts en Liga, déjà marqué 50 buts. Oui, c'est fou déjà à l'époque. Absolument. Pourquoi pas? Mais là, à l'époque, il y avait lui et Cristiano Ronaldo. Ouais. Aujourd'hui, ils sont 3. C'est ça qui est dingue aussi. Non, mais... Samuel, vous qui étiez avançant. Non, mais j'ai bien aimé ce qu'a montré Geoffroy parce que ça en dit beaucoup. C'est-à-dire qu'on et c'est bien ce que vous faites parce que on a tendance à banaliser le fait de marquer des buts, alors que c'est un exploit que l'on répète semaine après semaine pour ces joueurs-là. Ils sont extraordinaires. Ils nous font banaliser le fait de marquer 1,5 but de moyenne. On est dans les années 30 ou 40. Non, mais ça fait pas 1 an qu'ils marquent des buts, ces 3 joueurs-là. Hein. Oui. Depuis qu'ils sont professionnels, ils n'arrêtent pas de marquer des buts. On regarde si c'était 1,22 la moyenne. Vous voyez qu'ils sont largement dessus pour l'instant. Vous nous faites un point régulièrement, Geoffroy, sur l'avancée du record. On fera ça.
Images qui nous font plaisir. Haaland, lui, marque quasiment tous les buts de City. Ça, c'est monumental. En touchant très peu de ballons. Oui, mais on a vu quand même, stade de Cédric Granel à l'appui, qui s'est soufflé un petit peu après les premières journées, après les 10 premières journées. Oui. Alors, Ça reste relatif, hein. reste relatif. Pour le record, c'est embêtant quand même. Peut-être. Mais il y a ses copains Kane et Mbappé qui vont l'aider justement à le soutenir pour les matchs. Merci messieurs. Merci. On continue de parler football à 23h sur Canal Plus Foot avec le Late Football Club et un invité ce soir autour de Nicolas Touriol, Wabi Kazri. Donc 23h, Canal Plus Foot, le Late Football Club avec toute l'équipe technique de Canal réunie pour jour de foot autour de Sébastien Putkovnik et autour à l'édition de Jérôme Martin et de Manu de Laval. Passez une belle soirée. Autre information, là on parle de l'équipe de France Espoir qui va aller jouer au Féroé en cette fin de semaine avec un visage bien connu, celui d'un champion d'Europe, un club qui a un joueur qui a gagné la Ligue des Champions, Warren Zaïre-Emery, mais il n'est plus appelé en bleu, mais bien en équipe de France Espoir. Gérald Batic l'a expliqué, le sélectionneur des Bleus, et qu'il lui avait parlé, lui demandait s'il était OK. Zaïre-Emery, lui, n'a pas d'état d'âme. Écoutez-le. Le coach, il m'a appelé, il m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais, si c'était pour moi difficile de revenir ou si ça mettait un coup dans le moral. Je me dis non, franchement au contraire, moi, ça va me permettre de retrouver mes amis, prendre du plaisir, prendre du temps de jeu aussi que j'avais un peu moins à ce moment-là. Quand on t'appelle, peu importe la catégorie, la sélection, je pense que ça ne se refuse pas. Et moi je suis très fier d'être ici avec les Espoirs. C'est vrai que ça peut lui faire du bien, Margot. Il a une super mentalité, surtout. Moi, je trouve ça beau. Il y a peu de joueurs, je pense, auraient accepté pareil retour dans la catégorie entre guillemets en dessous. Donc moi déjà j'apprécie ça. Après il faut se faire aussi à l'évidence qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué sportivement pour lui. Donc il y a aussi des choix qui sont faits de la part de Didier Deschamps. C'est pour ça que je ne sais pas s'il a le loisir ou le choix de décider d'aller ou pas avec les Espoirs. C'est pas un taulier de l'équipe de France. Zaïre-Emery, ça fait 1 an et demi qu'il est en difficulté. Les Espoirs, il est encore éligible, ils le prennent. C'est normal qu'il y aille. Et il a plutôt intérêt à être bon. Et il joue pas gros, mais en tout cas, s'il passe à travers avec les Espoirs, c'est pas compliqué. Il est dans sa progression. C'est un jeune joueur très intelligent. Non, mais il est très très intelligent. Moi, je trouve que c'est un bon joueur, mais et son évolution, elle n'est pas automatiquement d'être titulaire au PSG et d'être titulaire de l'équipe de France pour le moment. Il le sera un jour. Oui, mais le fait est qu'il y a 2 ans, il l'était. Il y a 2 ans, il l'était. Ça, tu peux l'être à un moment. Tu sais comme c'est, on peut l'être à 18 ans. Après, tu as vu les joueurs qui arrivent derrière. Non, bien sûr. Lui, il a des raisons. Il a compris. Et il dit l'essentiel, il dit je veux jouer. Non, mais il y a des circonstances atténuantes, il y a des raisons qui font que. Mais le fait est que il y a 2 ans, il était titulaire avec le PSG en Ligue des Champions et titulaire en équipe de France. Aujourd'hui, il est ni avec l'un ni avec l'autre. Ouais, mais il est joueur de football, tu le sais, c'est un jeune joueur de football. Bien sûr. Tu peux pas avoir des prétentions trop élevées à un certain moment, tu vois. Il est quand même, il considère quand même qu'avant tout, il a besoin de jouer. Et c'est un joueur qui va revenir à ce niveau-là et qui va lui permettre de. Mais c'est encore un jeune joueur, très intelligent. Sur le constat, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Après, la réalité, Grégory Wabi, c'est que les 3 au PSG, les 3 milieux de terrain sont meilleurs que lui. Oui. Et qu'en équipe de France, il y a meilleur que lui aussi. Mais il est intelligent. Quand il a fait une interview, il a dit c'est une remise en question que j'ai aussi pour moi. C'est parti très vite pour lui. Margot l'a très bien dit. C'est compliqué pour un jeune joueur. Paga, je te rejoins. À 18 ans, d'être titulaire au PSG, de retrouver le banc parce qu'il y a des joueurs meilleurs. Faut le gérer ça aussi. Et pour un jeune joueur, de dire j'ai pas été bon, je suis sur le banc, aujourd'hui je suis en espoir. Et son choix est très très bien. Vous êtes surpris, Wabi, de sa baisse de régime un peu ou... Non, Paga dit un truc vrai, c'est que ça fait partie de sa progression. On peut pas, il n'y a pas des Mbappé dans tous les clubs. Des mecs qui explosent tout d'un coup, c'est rare. Après, c'est vrai que Paul a raison, ça fait 1 an et demi qu'il est en grosse difficulté. Comme tu as dit, les 3 milieux de terrain au PSG sont indiscutables et font un travail extraordinaire. Et je pense il doit justement s'inspirer d'eux pour franchir un palier. Et techniquement, ce que les 3 proposent avec le ballon, je pense que c'est un peu ce qui lui manque parce que il va vite, il est physique, il court, il court beaucoup. Mais ce que veut, je pense, Enrique, c'est des mecs qui, avec le ballon, te font courir. Et actuellement, les 3, ce qu'ils font, c'est injouable pour les autres. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que, je dirais, il est très emballé. Et il est très emballé à pas mal de postes quand même. Un coup à droite, un coup là. Tu vois, je veux dire, quand tu joues à ton poste, que tu Il a joué latéral pas mal aussi. Ouais, tu vois, il a joué pas mal latéral. Tu vois, pour un jeune joueur comme ça, tu sens que quand même, je vais anticiper, mais je sens que Didier Deschamps aura besoin d'un joueur comme ça à un moment, tu vois. Il aura besoin d'un joueur qui est capable de comprendre, parce qu'il comprend le jeu, il le comprend très très bien. Donc capable de, tu vois, dans un groupe, de pouvoir participer à des moments, certains moments, tu vois, et à tous les postes. Si je peux rajouter un truc, c'est que c'est ce qu'a fait Rabiot à l'époque de Laurent Blanc. Il y avait un milieu qui était indiscutable avec Thiago Motta, Verratti et Blaise.
Et c'est vrai que Rabiot, bah voilà, il a fait sa place, il a été à Toulouse, ça lui a fait du bien. Et après, il s'est imposé quand même au PSG dans un milieu qui était à peu près le même que celui-là, qui était extraordinaire. Donc je pense que voilà, se servir de ça, ça peut être pas mal. Faut pas que tu parles si bien, sinon tu vas pas trouver de club. Je te le dis de suite. Après, je ferai 2-3 jongles après quand même. Avec un ballon, je jongle un peu quand même. Avec Greg, on ferait un tennis-ballon. Un tennis-ballon. On fait un tennis-ballon. Il y a d'autres consultants avec qui vous pouvez faire un tennis-ballon. Christophe Jallet, par exemple, qui est avec nous le week-end, les matchs de Ligue des Champions, et aussi adjoint de Gérald Baticle en équipe de France Espoir. Aujourd'hui, on a pu placer un micro sur Christophe pendant la séance d'entraînement, avec Zahir Emery côté au coup franc, et Guillaume Rest, le gardien de Toulouse, dans les buts. Premier ballon, Christophe Jallet, c'est propre. C'est sûr que si tu es Enrique, tu fais jouer Jallet, tu fais pas jouer. Mais oui, c'est son concurrent, Zahir Emery et Christophe Jallet. Et tu lui laisses les coups francs. On fait des trucs pas mal avec l'IA maintenant. Dernière information, Jordi Alba a annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Je vais vous le montrer quand même. Ouais, c'est bon. Oui, dur d'être retraité pour Jordi Alba. Une semaine après Busquets, Grégory, est-ce que... Bon, Jordi Alba, c'est une Ligue des Champions 2015 avec le Barça de Luis Enrique, 5 titres de champion d'Espagne. Est-ce qu'après la retraite de Busquets il y a une semaine, Jordi Alba aujourd'hui, on est en train de préparer le terrain pour la retraite du troisième compère, qui est Lionel Messi? Je pense que ça sera très prochainement, peut-être pas cette année. Ah non, il y a déjà les LeBron James. Mais ça va faire beaucoup. Ouais, peut-être l'année prochaine après la Coupe du Monde. Mais c'est encore un grand joueur qui arrête le football. C'est pour ça Wabi n'arrête pas de suite, continue, trouve-nous un club, parce que sinon on va mettre Wabi Kazri arrête et ça c'est pas possible. Non mais c'est vrai que c'est Busquets la semaine dernière, Jordi Alba là c'est compliqué, mais c'est des joueurs qu'on va toujours se rappeler un peu de ce Barcelone qui nous a rêvé. Balle au pied, ressortie de balle, c'était propre, ça jouait bien. C'est lui qui a un peu aussi révolutionné le poste de latéral gauche avec Marcelo à l'époque aussi au Real Madrid. Donc c'est un joueur qu'on n'oubliera pas. Vous avez la chance quasiment tous, je ne sais pas de l'avoir vu de vos yeux, Jordi Alba, Laurent, Margot, mais il incarne une génération et on est en train de tourner une page de cette génération en particulier. C'est vrai que on y est attaché tous, on a grandi avec ce football et c'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est une page qui se tourne. Jordi Alba qui est à Miami actuellement, donc avec Busquets et avec Lionel Messi. Pas celui qui avait le meilleur esprit sur le terrain. Ah bon? Bon, non. J'en ai pas un souvenir aussi désagréable. C'est un peu acharné, quoi. Ouais, mais comme il jouait souvent avec Luis Suarez, vous voyez, j'ai pas l'impression que c'était lui le méchant. Mais bon, il mordait pas, quoi. Non, il mettait pas la main sur sa ligne face au Ghana, par exemple. Exactement. C'est peut-être différent. Quand tu vas jouer contre les anciens du Barça, ça va te faire drôle. Moi, non, mais je peux comprendre pour certains, oui. On n'a pas beaucoup à être concernés. Je sais pas s'ils sont en Ligue vétéran Île-de-France. Mais peut-être, j'ai pas bien regardé. La Ligue 1, à mon avis, ce sont. Avec l'AS Canal+, non, je vois pas. Mais on sait jamais. Ma mère est marocaine en plus. Donc... Votre maman marocaine, votre papa tunisien. C'est ça. Et il écoute. Et vous avez grandi à Bastia, c'est vrai. Vous avez eu quelques sélections. Tiens, Wabi Kazri, notre invité, vous avez eu quelques sélections en bleu, chez les jeunes, Espoir également. Puis la Tunisie. Tiens, on vous voit équipe de France Espoir à l'époque. Ouais. Avant de choisir la Tunisie en A, de disputer la Coupe du Monde, de marquer contre votre ancienne équipe en 2022. C'est un thème qu'on a envie d'aborder à travers vous, Wabi, les binationaux, les choix opérés. Vous, c'est un choix du cœur ou c'est un choix sportif que vous opérez à ce moment-là? Non, moi en fait les espoirs, voilà, il y a eu 3 ou 4 sélections, mais j'étais pas appelé régulièrement. Et c'est vrai que du coup, jamais de la vie, je m'étais dit que j'allais aller en équipe de France un jour. Sans prétention, je pense pas avoir les qualités pour aller en A un jour. La Tunisie m'a appelé. Moi, voilà, je me suis toujours senti franco-tunisien. J'ai allé tous les étés avec mes parents, avec ma famille, et c'est mon pays. C'est mon pays. Donc du coup, quand ils m'ont appelé pour la CAN, j'ai de suite accepté. Et franchement, j'ai aucun regret parce que j'ai vécu des choses avec mon pays qui sont extraordinaires et que je pensais jamais vivre. J'ai vécu des Coupes d'Afrique, 2 Coupes du Monde. Vous commencez en 2013 avec la Tunisie, donc c'est la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud? Oui. Et du coup, un rêve. Donc comme je l'ai dit, dans ma carrière, je pensais pas atteindre ce que j'ai pu atteindre. Et du coup, jouer pour son pays, c'est extraordinaire. Et franchement, c'est un truc qui restera jamais gravé. Jouer les Coupes du Monde, déjà avec son pays, c'est bien.
En jouer 2, c'est encore mieux. Et en plus, marquer, avoir la chance de marquer, c'est extraordinaire. Grégory, vous avez aussi, lors de votre carrière, annoncé vouloir prendre la nationalité croate. C'est aussi, ça vient aussi de votre famille directe. Hein. Totalement, oui. On n'est pas sur un arrière-grand-père. Là, non, c'est mon père. C'est mon père. Et c'était en 2013, c'est Davor Šuker qui vient et qui m'appelle. Donc, il fallait que je fasse le passeport croate. Donc, je vais là-bas. Je pars et ça prend, franchement, c'était assez loin, un peu plus d'une année. Je pars faire l'entraînement avec eux, c'est juste avant l'Euro 2016. Et là, je me retrouve avec Modric, Rakitic. Tu pouvais pas tirer les coups francs. Déjà, je touchais pas la balle. Non, mais c'est là où tu vois que c'est vrai, on parlait du niveau. Et après, ligament croisé directement. Donc l'Euro, je l'ai jamais vu. Et après, j'ai pu retrouver le niveau nécessaire pour atteindre cette sélection croate. C'était un choix du cœur ? Plus du cœur, mais plus pour mon père. Vraiment. Ouais. Oui, mais alors c'est un choix du cœur indirect, mais pour vous, ça n'a pas été un choix sportif. De toute façon, le milieu était très relevé, comme en équipe de France. Et je pensais jamais être titulaire en Croatie, mais pourquoi pas faire le nom. Il y a des joueurs qui sont comme ça, j'aurais pu rentrer de temps en temps. Je savais que j'avais aussi pas ma place en équipe de France. Faut être honnête, hein. Wabi le dit, je le dis honnêtement. Mais c'était vraiment le choix du cœur par rapport à mon père et une fierté déjà rien que d'avoir le passeport. Et que Davor Šuker ait pris le temps de venir à Bordeaux me voir, discuter, échanger pour un projet. Mais si vous aviez eu les deux propositions en même temps, l'équipe de France qui vous propose une sélection, c'est évidemment hypothétique, et la Croatie pour le même rassemblement, vous auriez choisi la Croatie ou pas? J'aurais mis mes deux parents face à moi, j'aurais dit le meilleur discours, j'y vais. Non, mais c'est vrai que j'ai fait toutes les sélections en équipe de France. Oui, vous avez des sélections en espoir aussi. Hein. Voilà, donc j'aurais été peut-être en équipe de France. Mais c'était peut-être plus facile... je jouais d'aller en Croatie et je voyais vraiment que derrière le président Davor Šuker me voulait. Donc il y avait un projet derrière ça, donc c'était intéressant pour moi. Un peu comme un club, donc on est entre le cœur et le choix de carrière. Totalement. Et c'est quand même une grande nation du football, la Croatie. Ils vont à chaque fois dans les compétitions assez loin. Donc oui, c'était un choix du cœur, mais aussi de carrière. Parce que le dernier grand nom du foot à avoir résonné récemment, c'est celui de Zidane, Lucas Zidane, qui a rejoint la sélection algérienne depuis hier pour préparer les derniers matchs qualificatifs à la Coupe du Monde. Mais l'Algérie est quasiment, il reste un match contre la Somalie qui est déjà éliminé, puis l'Ouganda derrière, qui est le deuxième du groupe. Donc l'Algérie et Lucas Zidane ont de très grandes chances d'aller disputer la prochaine Coupe du Monde. C'est un enjeu sportif énorme. Mais Laurent, Margot, Paul, c'est Zidane. C'est pour avoir son père dans la tribune. Mais que ce soit Zidane ou Pierre-Paul Jacques, ça change pas. Parce qu'il ne faut pas toujours l'associer à un nom. Après, il n'avait pas le choix de l'équipe de France non plus. Je ne suis pas persuadée que sa carrière l'amène en équipe de France. Encore que, on est avec Mateta, que ça peut aller vite aussi à 28 ans. Mais je ne vois pas où est le problème, en fait. Enfin, l'Algérie l'appelle, il répond présent. C'est très bien pour lui, quoi. Enfin, je vois pas. De toute façon, il n'avait pas le choix de l'équipe de France. Donc non, il l'avait pas. C'est une super nouvelle pour lui, tant mieux. Il est pris par ses qualités. Non, je sais pas, moi j'ai pas suivi la. Bien sûr, et puis il aura une chance de jouer. Là n'est pas la question, mais c'est un nom qui a tellement brillé. C'est le nom du foot français. Enfin, je veux dire, peu importe le classement, mais de le voir avec la sélection algérienne, Laurent, vous. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Et puis son papa est franco-algérien. Ça me dérange pas. Son papa, que Zidane, ils ont quand même, tu vois, ils ont un lien quand même. Je trouve. Il y a une fierté. Voilà, c'est un peuple fier. Indépendamment de son père. Voilà, indépendamment de son père. L'Algérie, c'est le pays de ses grands-parents. Voilà. Il y a une attache quand même. Ils ont été éduqués là-dedans. Tu sens qu'ils ont été éduqués là-dedans aussi. Tu vois, moi, Marseille, le quartier, tout ça et tout. Lui, il a été à Madrid, mais le père, quand même, tu sens que quand même il y a une vraie culture aussi de l'Algérie. C'est pas un hasard qu'ils se retrouvent. Donc là, on est à vous écouter entre le choix du cœur et les choix sportifs aussi, parce que. Moi, je trouve qu'il y a les deux. Moi, je trouve qu'il y a les deux. Le cœur. C'est pas sportif. Non, c'est sportif. Je veux dire, s'il avait l'équipe de France à côté, j'ose imaginer qu'il serait allé en équipe de France. Et donc ça vous gêne pas? C'est-à-dire ? Non, pas du tout. C'est-à-dire, c'est soit. Mais pourquoi ça nous gênerait? Il a le droit de faire une carrière internationale, vivre des grands moments, vivre des Coupes du Monde. Moi, je trouve que chez lui, il y a le cœur et le sportif. Je trouve qu'il y a les deux, là. Il y a les deux qui sont liés. Ça peut gêner les supporters, peut-être. Mais après, comme tu dis, si sur le terrain, tu donnes tout pour le fanion dans lequel tu évolues, et les gens te pardonnent tout, quoi. Paul ? C'est difficile de se mettre à la place des joueurs parce que déjà on n'a pas eu à
faire ce choix-là, mais je trouve que ça pose une question par rapport à la formation du pays dans lequel vous êtes. Wabi a fait par exemple toutes ses classes en équipe de France, et à la fin, même s'il imagine qu'il va pas aller en équipe de France, c'est une autre sélection qui va en profiter. Ça pose aussi une question par rapport aux coéquipiers de la sélection que vous rejoignez. Comment êtes-vous accueillis? Ça aussi, c'est Ludo Bragnac qui avait dit. Non, mais il y a une question qui se pose aussi. Vous arrivez, et je remets pas du tout en cause l'amour de Wabi pour la Tunisie ou de Greg pour la Croatie, mais vous arrivez dans un pays où des joueurs qui se connaissent depuis longtemps, qui ont fait par exemple les sélections de jeunes, vous débarquez, vous êtes pour eux un étranger, donc est-ce que vous êtes accueillis, est-ce que vous êtes bien accueillis, est-ce que vous vous sentez, lorsque vous portez ce maillot, représenter ce pays au niveau de l'amour que vous lui portez, et dont je ne doute pas. Donc voilà, je trouve que ça pose beaucoup de questions, et j'ai pas toutes les réponses. Aucun risque, ça veut dire que Konaté et Mbappé ne débuteront sans doute pas contre l'Azerbaïdjan vendredi soir? Je pense que c'est pas le moment de prendre des risques. Vu le contexte, il vaut mieux laisser les choses se faire tranquillement. Est-ce que l'équipe de France aurait besoin de Konaté, surtout de Mbappé, pour battre l'Azerbaïdjan? J'en suis vraiment pas sûr. Vous qui avez joué 2 jours sans s'entraîner comme ça au plus haut niveau? Vous perdez pas grand-chose, mais moi je pense qu'il va faire démarrer Mbappé, parce qu'il va avoir une conversation avec le joueur, et je pense qu'il est motivé. Mbappé, il a envie de jouer. Par contre, du côté de Konaté, je pense qu'il ne fera pas jouer et qu'il va privilégier la charnière Saliba ou Upamecano. N'est pas peur d'une polémique possible si jamais Mbappé se blesse à nouveau entre l'équipe de France et de Real? Il n'y aura pas de prise de risque. Il n'y aura aucune prise de risque. Mais c'est pas musculaire Mbappé en fait. C'est articulaire ce qu'il a. Donc c'est une question de douleur. L'une des attractions de ce rassemblement, c'est l'arrivée de Florian Thauvin. Il est ému, c'est beau, ça se voit, ça s'entend, non? C'est une belle revanche, il a les yeux qui pétillent, qui brillent. Moi je trouve ça chouette qu'à son âge, parce que ce sera le plus vieux du groupe de l'équipe de France là pour ce rassemblement, qu'il soit encore émerveillé et honoré, fier. On l'a dit et redit, donc ça fait plus de 6 ans qu'il n'était pas venu en équipe de France. Est-ce que vous vous souvenez, de son dernier match avec l'équipe de France? Non. Il n'y en a pas eu beaucoup de sélections. Non. Juin 2019. Combien de sélections, David? 10 sélections. 3 titularisations seulement. Un but, une passe D. Mais contre Andorre. Justement, on a quelques images de ce match-là. C'était contre Andorre. Un but et une passe D. Ce sont ses seuls d'ailleurs en 10 sélections avec l'équipe de France. Alors on l'a entendu, il a du mal à y croire. Et nous aussi, parce que c'est vrai qu'on l'avait un petit peu perdu de vue, David, ces dernières années avant son retour à Lens. Alors d'abord Florian Thauvin en équipe de France, 10 sélections, donc 3 titus, un but, une passe décisive, champion du monde 2018. Mais son parcours, parce que tout ça, où était-il passé? D'abord il s'est blessé, ce qui a aussi expliqué son absence. Et puis vous vous souvenez qu'il avait quitté Marseille en 2021. Là il y a tout son parcours, tout depuis Bastia, Marseille, etc. Mais il a quitté le championnat de France en 2021 pour aller jouer le championnat mexicain. Ça n'a pas été fabuleux. 8 buts en 38 matchs avec en 2 ans. Avec Gignac. En 2 ans, 8 buts. Et puis il s'est relancé quand même en Italie avec 2 saisons pleines du côté de l'Udinese. Et puis jusqu'à son retour en France cet été, où déjà il s'est particulièrement illustré, buteur et passeur. Donc voilà, c'est un retour important. Et il était déjà suivi en Italie par Didier Deschamps. Il y a toujours une préliste de 50 joueurs. Il en faisait partie et encore plus au mois de septembre. Il n'a pas failli jouer à Lille, là, il je me suis dit. Oh là là, ça avait été un feuilleton. C'était un drame, c'était un drame et un feuilleton. Et doublement traite, puisqu'il est revenu à Lens, le grand rival. Non, traite, évidemment. Et il a marqué. D'ailleurs, dans son parcours, je crois qu'il y a Lille, ça a duré quelques jours, mais il avait signé à Lille, puis ça a été annulé. C'est étonnant que, finalement, on se soit demandé où est-ce qu'il était passé Florian Thauvin, parce que c'est quand même un joueur qui a été, à un moment, très important à l'OM, notamment. Mais c'est pour ça qu'on est étonné de le voir revenir aujourd'hui en équipe de France. Écoutez, il est champion du monde 2018. Il a été champion du monde. Il a joué 1 minute. Ok, mais une minute. Mais il est quand même champion du monde. Adil Rami, dans ce cas, il n'a pas beaucoup plus joué à l'époque. Il est champion du monde U20 en 2013 d'ailleurs avec Pogba, la génération dorée. Et Areola. Et Digne. Il a fait la finale de Ligue Europa en 2018 avec l'OM. Il avait marqué en demi-finale contre Salzbourg. Il a la culture de haut niveau, quoi qu'on en pense, même s'il n'a pas joué au Milan, au Bayern. Mais il a 32 ans. C'est pas l'avenir, sauf que... J'ai pas dit que c'était pas l'avenir, c'est vous qui le dites. Deschamps réfléchit toujours, en bon disciple d'Aimé Jacquet qu'il est, à l'équilibre de son vestiaire. Peut-être qu'il a des doutes sur 2 ou 3 postes pour sa liste. Vous pensez vraiment qu'il sera à la Coupe du Monde? Il aura 33 ans. Moi, je pense qu'il bénéficie de circonstances plus que favorables. Il en faut. Il fait un très bon début de saison. Voilà, il y a des absents. Voilà, Deschamps le rappelle. Mais je pense que pour bousculer la hiérarchie,
je le souhaite pour lui, mais ce sera quand même très très compliqué. Voilà, on est d'accord. Ben, ça arrive, oui, rappelez-vous. Ça peut arriver. Comment Umtiti s'est retrouvé en équipe de France titulaire en oui, il y a eu 2-3 blessés. Voilà, des concours de circonstances. Donc Thauvin, en tout cas, s'il est là, il saura exactement quoi faire, comment se comporter, comment encadrer. Et moi, je trouve que pour un gars comme Deschamps, c'est plutôt sécurisé. Et c'est une vraie solution de facilité aussi pour Deschamps. Il n'y a pas d'adaptation. Son ancienneté, il connaît le très haut niveau. Son profil, sa touche technique aussi le permet de jouer à n'importe quel poste. Donc voilà, c'est très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réservoir à son poste. Mais il n'y a pas que des jeunes. Le réservoir, ce ne sont pas que des jeunes. Et d'ailleurs, on le voit. D'ailleurs, Deschamps change un petit peu ses habitudes. Thauvin ne fait pas la Ligue des Champions. On a toujours dit Deschamps le prend. Il l'a fait. Oui, mais bon, ça remonte quand même. Avec l'OM. Donc, on a toujours dit il faut jouer la Ligue des Champions pour espérer te rappeler en équipe de France. Théo Hernandez et Coman arrivent d'Arabie Saoudite. Exactement. Est-ce que, pardon Geoffroy, est-ce que Samuel, est-ce que le Thauvin d'aujourd'hui est aussi fort que le Thauvin de 2018 quand il était à la Coupe du Monde? Ah non. C'est vrai qu'à l'époque, il marchait sur la Ligue 1. Il faut se rappeler qui était Thauvin quand il jouait en Ligue 1. Exactement. Il était décisif à chaque match, soit il marquait, soit il était passeur, il était hyper percutant. Certains discutaient sa place dans les 23, moi je la discutais pas. Il n'avait pas sa place dans le 11, mais il méritait tout à fait sa place dans les 23. Et Geoffroy l'a dit avec justesse, il fait partie de cette génération dorée qui a gagné la Coupe du Monde junior. Donc voilà, c'était un parcours tout à fait logique, mais aujourd'hui il est moins fort qu'à cette époque. On verra la suite. Même chose pour Mateta ou pas? Il mérite sa place? En un mot? Bien sûr. Oui. Pourquoi Il a même un coup à jouer. Je pose la question, parce que je disais tout à l'heure, buteur méconnu lui aussi, il fait quand même partie, c'est important de le rappeler, des meilleurs buteurs de Première Ligue depuis 2 ans. Vous qui suivez la Première Ligue de près, Samuel, c'est pas rien. Non, mais le grand public ne le connaît pas. Ils l'ont peut-être découvert un peu plus aux Jeux Olympiques. Mais effectivement, c'est un joueur qui, depuis 2 années, ces 2 dernières années, grâce à notamment l'arrivée de Glasner, a pris une nouvelle dimension. Depuis 2 ans seulement, d'ailleurs. Voilà, 2 ans seulement. Avant, il était travailleur, il faisait beaucoup d'efforts sur le terrain, mais il n'était pas récompensé par des buts. Aujourd'hui, il a étoffé son bagage, je trouve beaucoup plus aérien, beaucoup plus technique, beaucoup plus facile devant le but. Son bagage et son palmarès. Son bagage, son palmarès, tout à fait. Parce que Palace, on va le rappeler, est l'un des clubs du moment en Angleterre, qui a gagné la FA Cup en battant City en mai dernier, qui a gagné le Community Shield au tir au but en battant Liverpool, qui a été l'équipe qui a battu Liverpool récemment et qui joue la Coupe d'Europe pour la première fois. Donc quelque part, il y a une conjonction, j'ai envie de dire, favorable pour Mateta. Et moi, je trouve ça comme pour Thauvin. Comme pour Thauvin. Même chose. C'est tout à fait normal qu'il soit récompensé par un parcours un petit peu atypique. Ah, mais pas un petit peu, très atypique, effectivement. Lui, il revendique avoir commencé à apprendre le foot dans la rue, mais si on regarde après la formation, il est sorti il y a 10 ans pro, début professionnel donc à Châteauroux. Ensuite, il va à Lyon, où il a quand même très très peu joué. Il est prêté au Havre, où là, il se révèle, il met 20 buts sur une saison. Ensuite, il signe 3 ans à Mayence, puis, depuis 2022, à Crystal Palace. On précise aussi qu'il était aux Jeux Olympiques en 2024, l'été dernier à Paris, qu'il avait marqué en quart de finale, en demi-finale et en finale. Et puis, c'est devenu une référence, vraiment, en Première Ligue, vous l'avez dit. Et je crois qu'au-delà de son profil, c'est aussi l'état d'esprit. Tous ceux qui l'ont croisé disent il a un état d'esprit exemplaire et on sait que pour Didier Deschamps, c'est important. Il n'a pas croisé Anjuan Bonny à Châteauroux. Ah non, c'est pas la même génération. Non. Un clin d'œil pour notre ami. Un clin d'œil pour notre ami Michel Denisot. Alors c'était il y a 10 ans, c'était sa première saison pro et Michel Denisot, président de Châteauroux, lui dit si tu marques 10 buts, je te donne le maillot dédicacé de Ronaldo, le Brésilien. Ouais. Il en a marqué 11. Donc il a eu son maillot. Et ce qui est sûr, c'est qu'il croyait profondément à l'équipe de France, qu'aujourd'hui, il réalise son rêve. Théo Douet vient de le rencontrer cet après-midi. Si, pas clair. Ni Kylian Mbappé, Louis Vix. Effectivement, Eric, pas de Kylian Mbappé ni d'Ibrahima Konaté lors de la séance d'entraînement aujourd'hui à Clairefontaine. On a tout de même aperçu les 2 hommes en amont avec une photo prise d'abord avec l'équipe de France des réfugiés et puis un bain de foule, selfie et autographe pour les joueurs de l'équipe de France, dont Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté qui sont ensuite rapidement rentrés au château. Ils doivent récupérer de leurs blessures à la cheville et aux adducteurs. Seront-ils en mesure de jouer vendredi soir? La question se pose désormais. Ce qui est sûr, c'est que le staff, au regard du contexte, ne prendra aucun risque avec ces 2 joueurs. Il faudra également surveiller l'état de santé de Marnes Akliouche qui n'a pas pu prendre part à l'opposition de fin de séance alors que le Monégasque, avec toutes les absences, postule à une place dans le 11 vendredi.